Bonjour Claire et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, c'est un plaisir. Donc toi, depuis quelque temps, tu es ex-secrétaire national des jeunes écolos, puisque tu as passé la main il y a quelques semaines, mais tu es aussi très engagé dans le mouvement Résilience commune qui porte les questions de rassemblement de la gauche et des forces progressistes. On y reviendra après. Moi, j'ai envie d'avoir ton sentiment sur un événement qui s'est passé il y a quelques jours, hein. C'est les inondations dramatiques qui ont frappé les Alpes-Maritimes. Et on a un président de la République qui s'est déplacé dessus et qui dit qu'il faut continuer à être en rupture écologique et avoir des choix écologiques, et qui, dans le même temps, dit qu'il ne retient pas les propositions ou une partie des propositions de la Convention citoyenne. Quel regard tu portes sur cet entêtement à ne pas écouter les alertes qui sont lancées par différentes personnalités de différents bords d'ailleurs? Ouais, alors je pense que c'est vraiment assez, emblématique du en même temps, macroniste, qui est là poussé à ses excès. Je pense avec ces inondations, on voit vraiment on commence à voir très, très concrètement les manifestations du dérèglement bioclimatique et des impacts, très concrets que ça peut avoir sur des territoires qui là sont dévastés et ça se chiffre en perte de vie, en perte de vie humaine réellement. Donc on voit bien le caractère dramatique de tout ce qui va nous arriver là, dans les années à venir et aussi du fait de pas y être préparé. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a plein de constructions qui étaient sur des zones inondables. Donc en fait, tout ça démontre un peu le manque de préparation générale en termes de politique publique, mais aussi en termes d'application des textes qui sont déjà en vigueur, et c'est ça qui provoque ces catastrophes-là. Donc et je pense qu'en fait, cette conscience de l'urgence, les 150 de la Convention citoyenne, ils l'ont forgée, mais dès le premier week-end, qu'ils ont passé, en fait, leurs premières déclarations déjà actaient, ce caractère d'urgence, en fait. Donc je pense que et leur proposition, ce qui a débouché de leur travail, ça découlait, en fait, de ce constat d'urgence. C'était un socle de propositions qui était, vraiment ambitieux et assez radical et je pense que c'est embêtant, pour Macron parce que, c'est pas il peut pas les caractériser comme Khmer vert ou ayatollah ou amish. C'est juste 150 citoyens ordinaires qu'on a informés, qui ont eu le temps, qui ont pu avoir le temps en dehors de du stress du boulot quotidien et cetera, de réfléchir à tête reposée sur dans quelle situation on est et qui ont pondu en fait un programme qui est celui de tous les militants écolos, que nous on porte depuis des décennies. Donc ça permet vraiment de faire tomber les masques, je pense. Euh, le macronisme, on le voit vraiment là, c'est vraiment le vide du politique. C'est-à-dire que c'est du semblant de démocratie avec la Convention citoyenne, c'est du semblant d'écologie. Là, on le voit à nouveau aussi avec les néonicotinoïdes et ce débat-là. Et ça met un peu à nu leur dogmatisme. C'est-à-dire que je pense que le macronisme permet l'écologie et la démocratie, mais dans un cadre très spécifique, qui est celui du libéralisme capitaliste globalisé. Voilà. Et en fait, la question du changement de système, c'est juste pas du tout dans leur horizon, en fait. Donc, et tous ceux qui portent cette position-là, ils les caricaturent en posture, ils les dénigrent, etc. Donc, il y a vraiment, je pense que ça devient de plus en plus visible et flagrant à quel point ils sont dans ce dogmatisme-là. Et moi, je pense vraiment, et je l'espère vraiment, que le vent est en train de tourner et qu'il y a une conscience collective de ce besoin de changement de système qui est en train de se forger. On commence à le voir un peu dans les urnes, mais surtout on le voit dans tous les mouvements sociaux. Je pense qu'en fait, les gens en ont marre. Les gens voient très bien qu'on va dans un mur et les gens sont vraiment, je pense, dans l'attente de quelque chose qui pourrait être un débouché électoral, institutionnel, politique de toutes ces aspirations à une autre manière de vivre, à d'autres manières de vivre ensemble, quoi. Tu, Donc, tu parlais de changement de système, de besoin de radicalité sur les décisions qu'ils ont prises. Il y a un événement qui est venu s'insérer dans l'actualité hein, depuis la fin du mois d'août, c'est ce qu'on appelle l'OPA de Veolia sur Suez. Quel regard toi tu portes en tant que militante écologiste sur ce qui est en train de se passer? Est-ce que simplement il faut pointer du doigt le rôle de l'État qui aurait dû empêcher cette fusion-là, ou est-ce qu'il faut aller plus loin sur la question de l'eau par exemple? ouais, bah, je pense que ce qu'il faut d'abord dire, c'est que ces entreprises-là, c'est pas des entreprises anodines. C'est-à-dire, c'est la gestion de l'eau, c'est la gestion des déchets. Et si on rajoute Engie dans, dans le paquet, c'est la question de l'énergie. Donc ça, c'est vraiment nos bases de vie. C'est ce sans quoi il n'y a rien, en fait. C'est des biens communs. Et en fait, je pense que déjà, il y a un scandale sur le fait que
des choses aussi vitales que ça, l'avenir de choses aussi vitales que ça soit laissé à des marchandages entre des grands groupes, en fait. Donc, il y a aussi un peu un paradoxe. Il y a, autour du débat sur la 5G, on nous vendait ça un peu comme un rêve avec les objets connectés, etc. Mais en fait, à côté de ça, on délaisse tout ce qui est la base de ce qui fait la possibilité d'une vie sur Terre, quoi, l'eau, l'énergie. Enfin, donc, c'est vraiment, on est dans une période complètement schizophrénique où il y a une fuite en avant sur du progrès technologique qui va en fait profiter peut-être aux plus riches, mais qui ne va pas profiter au plus grand nombre. Et on délaisse complètement, on laisse au marché, donc on laisse à la destruction tout ce qui nous tient ensemble, tout ce qui fait qu'on peut continuer à vivre. Donc, je pense qu'il devrait, ce genre de décision-là, c'est à minima un débat démocratique, c'est à minima laisser le temps aux partenaires sociaux de prendre connaissance de la situation. Là, une des caractéristiques aussi, c'est que tout s'est fait extrêmement vite. D'ailleurs, il y a une décision juridique qui fait que c'est stoppé. Et tant mieux, ça va laisser le temps aux syndicats de s'organiser, parce que là, ils ont dû se mobiliser dans des conditions terribles. En plus, avec la crise sanitaire, ce n'est pas possible de se mobiliser et de faire entendre une autre parole que celle-là. Et je pense qu'il y a des manières, il faut absolument que tout le monde s'empare de ces questions-là et qu'on riposte, quoi. Une première manière de riposter à ça, à cette marchandisation de l'eau, c'est essayer de multiplier partout où on peut les régies publiques de l'eau. Parce que là, on remet dans le socle du service public, du bien commun, la gestion de l'eau, pareil pour la gestion des déchets. Et puis, une seconde phase, c'est, bon là, il faut avoir un peu plus de manettes que juste des mairies et des agglos, mais tout ça, il faut réfléchir à des formes de nationalisation, à créer un espèce de grand service public de l'eau et de l'environnement, et ça permet aussi d'assurer des emplois des personnes qui sont là, parce que là, je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent un peu mal dormir en ce moment, parce que c'est leur avenir professionnel qui est en jeu là-dedans. Et ce qu'il faut bien voir, je pense, en plus, le débat est très complexe, je pense, et pas forcément, il faut creuser un peu pour vraiment comprendre ce qui est en jeu. Mais derrière, en fait, la manière dont Veolia a décrit la chose, c'est pour devenir un super champion mondial. Donc, c'est vraiment dans cette logique de s'insérer dans la compétition, dans la concurrence internationale. Je veux dire, ça apporte quoi à qui d'avoir un grand champion mondial de l'eau, à part aux actionnaires de ce grand champion mondial de l'eau. Enfin, nous, on a juste besoin de pouvoir gérer l'eau et consommer l'eau qu'on a localement. Donc, vraiment, je pense qu'il faut arriver à marteler que ce message des biens communs et que la première tâche du politique, ça devrait être de les sécuriser et de faire en sorte qu'il y ait un accès égal. Je pense que c'est clé pour notre camp qui porte l'écologie, qui porte l'égalité, la solidarité. C'est je pense, encore un dossier qui est assez emblématique de ce qui est en train de se passer en ce moment, l'espèce de fuite en avant vers la marchandisation du monde, des liens des humains, et à laquelle on a vraiment un devoir de mettre un coup d'arrêt. Ça me fait plaisir de t'entendre dire le mot nationalisation parce que, pour être tout à fait honnête, il y avait une partie de la gauche qui avait abandonné cette dialectique. Et c'est effectivement, on a besoin de remettre ces choses-là dans le bien commun. Je vais me faire un peu l'avocat du diable parce qu'on vous entend beaucoup sur la question écologique et environnementale, et c'est normal. Mais vous n'avez pas peur qu'une certaine partie de votre discours, elle soit pas audible par ce qu'on a coutume d'appeler les classes populaires, alors qu'on voit que les inégalités explosent et que la pauvreté, elle aussi, est en train de gagner des pans entiers de la société. Et quand on entend des fois certaines personnes parler de décroissance, alors ça dépend ce qu'on y met derrière, mais de demander aux gens qui n'ont pas grand-chose aujourd'hui de leur parler de décroissance, c'est un peu compliqué à expliquer. Comment vous arrivez à lier la lutte contre les inégalités sociales et la radicalité écologique, en fait? Alors, je pense que en fait, les deux sont complètement imbriqués. Il y avait un bouquin d'Hervé Kempf qui était pas mal là-dessus, je crois que ça s'appelait Comment les riches détruisent la planète, sur le fait qu'en fait, aujourd'hui, le gros des destructions en termes de biodiversité, du dérèglement climatique, il est le fait de cette minorité de personnes qui est de plus en plus riche, qui capte de plus en plus de capital et qui, en fait, a un gros intérêt à maintenir le système tel qu'il est. Et il y a un récent rapport d'Oxfam qui relie les inégalités sociales et les inégalités en termes d'émissions
de gaz à effet de serre qui va dans le même sens, en fait. Donc, les deux sont complètement imbriqués. Et je pense que sur le débat croissance-décroissance, nous, on ne parle pas de décroissance, on parle de post-croissance. Parce qu'en fait, bien sûr qu'il y a plein de choses qui doivent continuer à croître, à prospérer, à progresser. Le bien-être, le bonheur, la santé, les liens, enfin, toutes ces choses-là, bien sûr qu'il faut les amplifier. Par contre, il y a des choses qu'il faut faire décroître, nos consommations d'énergie fossile, l'effondrement de la biodiversité, ce serait bien qu'ils décroissent également. Je pense que notre souci aujourd'hui, c'est qu'on a un tableau de bord qui est un peu déréglé. C'est-à-dire que l'économie orthodoxe fait du PIB un peu l'indicateur de bien vivre dans une société, ce qui est complètement faux. Ce que le PIB ne dit pas, c'est tout ce que le système tel qu'il est crée de destruction et de mal-être, effondrement de la biodiversité. Je pense que les questions de santé mentale et de santé physique sont très mal prises en compte par un indicateur comme le PIB. Donc, il y a un gros enjeu aussi à trouver d'autres manières d'évaluer ce qu'on appelle la richesse, en fait, qui n'est pas seulement, les gens ne vivent pas juste pour consommer, c'est juste faux, ça. Je pense il y a une grosse aspiration à autre chose que ça, à du bonheur, à des temps de convivialité. Je pense que les Gilets jaunes, c'était emblématique de ça. C'était pas juste des revendications en mode on veut plus de pouvoir d'achat. Des gens qui se sont retrouvés pour se remettre à se parler, pour se questionner sur c'est quoi en fait le sens de ce qu'on fait ensemble en tant que société. Enfin, il y avait vraiment quelque chose de très profond là-dedans. Donc, je pense que ce débat-là, il faut arriver à le dépasser. Mais je pense qu'il est très pratique pour nous caricaturer et du coup nous descendre. Et c'est la grande mode en ce moment, voilà, de tirer un peu sur les écolos. Donc, il faut qu'on arrive aussi à bien articuler ça, à bien être clair en fait sur le projet qu'on porte et à être très, très concret. Et pour ça, je vais donner un exemple. En fait, pour être audible là-dessus, il suffit qu'on parle d'emploi. Enfin, tous les d'emploi, d'activité, plus globalement. Euh, Tous les secteurs qu'il faut effectivement faire croître, faire prospérer, ils sont hyper intensifs en création d'activités, en fait. Les questions de rénovation énergétique, d'énergie renouvelable, la relocalisation alimentaire avec du maraîchage bio, enfin, toutes ces questions-là, il y a un rapport qui est très bien fait qui s'appelle 1 million d'emplois pour le climat et qui détaille un peu tout ça. Il y a aussi des expériences comme les territoires zéro chômeur de longue durée, par exemple. Et ben, quand on regarde les types d'emplois qui sont créés à l'échelle locale, c'est des métiers du lien, c'est des métiers du soin, c'est des métiers de la transition énergétique. Donc, c'est des métiers que nous, on a dans notre viseur quand on parle d'un projet de société écologiste, en fait. Et l'intérêt de ça, c'est que c'est des emplois de qualité parce que ce n'est pas trusté par des grands groupes qui vont imposer des méthodes managériales qui forcent tout le monde à être à fond tout le temps et à être stressé avec toutes les conséquences sur la santé que tout ça implique. Et d'autre part, c'est des emplois qui ne sont pas délocalisables. Donc, ça veut dire qu'on assure une stabilité, une sécurité à tout le monde. Et ça veut aussi dire qu'on n'est plus dépendant des logiques du marché. Donc, en fait, qu'on n'est plus obligé d'être dans cette course qui fait qu'on est obligé de travailler plus, etc. etc. À partir de ce moment-là, on redevient libre, on redevient souverain et on peut réellement, démocratiquement décider de quel type de société on veut, en fait. Donc, sur ce type, je pense que si on arrivait à faire passer un peu plus ce discours-là, sur très concrètement décrire à quoi ça ressemblerait une société écolo, on arriverait clairement à être entendu. Et pour moi, il n'y a pas d'autre écologie que l'écologie populaire, que l'écologie qui réduit les inégalités. Enfin, je pense que vraiment tout ça fait système et qu'il y a une bataille des imaginaires aussi, des imaginaires et de la culture à porter pour que ce message-là soit entendu. Pour changer de société, il y a une question qui est inévitable, c'est celle de la prise du pouvoir. Donc, tu es très investi sur la question du rassemblement. Tu es signataire d'une tribune qui circule beaucoup depuis ce week-end, qui appelle à une candidature commune aux élections présidentielles de 2022. Il y en a eu beaucoup des tribunes qui sont sorties depuis la crise sanitaire, mais même avant. Comment on passe de ces appels à une réalisation concrète? Parce qu'on voit bien que malgré tout, chaque parti a tenu ses universités d'été. Si on prend l'exemple des régionales en Île-de-France, on a l'appel des écologistes, on a l'appel de Audrey Pulvar, on a l'appel des communistes. Donc on voit que tout ça
est en train de se passer comme d'habitude, et pourtant il y a quand même, on sent une exigence de rassemblement. Mais on a du mal à voir comment on va pouvoir traduire ça concrètement en fait. Ouais. Bah, tout ce travail sur le rassemblement, il est né aussi pendant mon mandat chez les Jeunes Écolos, où on travaille beaucoup avec les autres organes jeunesse et on côtoyait beaucoup les jeunes qui ont organisé les grèves pour le climat. Et en fait, on avait en commun, mais je pense que c'est générationnel parce que, en fait, on est vraiment cette génération qui est obligée de devenir adulte dans un monde qui est vraiment en train de se casser la gueule. Et donc, je pense que ça crée enfin, on se politise différemment. Et on a ça, on a cette vision un peu en commun. Et du coup, c'est beaucoup plus facile de dépasser les clivages, le fait que, voilà, les crispations qui peuvent être liées au fait qu'on n'est pas dans les mêmes partis. Je pense aussi on n'a pas aussi les rancœurs des campagnes précédentes. Donc, tout ça, ça aide. Et on a créé un mouvement qui s'appelle Résilience commune. Et on bosse beaucoup ensemble dans ce cadre-là. Au fur et à mesure, en fait, il y a plein de briques qui se sont rassemblées. On a pu lancer cette tribune qui part, je pense, son ampleur, le nombre des signataires, ça dit quelque chose d'une attente très grande, une exigence de responsabilité de la part de nos cadres politiques. Et on espère que ça va être entendu de part et d'autre. Mais l'idée aussi avec ce texte, c'était que ça ne reste pas juste un texte, on signe, et qu'il y ait réellement un peu, enfin, une action derrière. Donc là, les étapes d'après, c'est la tribune continue de tourner. Elle va être, on espère, signée assez massivement. Et après, l'idée, c'est d'essayer d'élaborer ensemble une espèce de feuille de route qui permette voilà, d'aboutir à cette candidature commune. Mais en fait, l'important n'est pas la candidature, l'important est le projet et le processus. Et le fait qu'on arrive à ce que ce ne soit pas juste une soupe au logo. Enfin, le rassemblement, c'est pas on met PS, LV, PS, enfin, et ça n'aurait aucun sens, surtout dans une situation où on a l'abstention, le taux d'abstention qu'on a actuellement, surtout à un moment où en fait il y a des choses extrêmement puissantes politiquement qui sont en train de se passer, mais complètement en dehors des partis. Les luttes antiracistes, enfin, la lutte féministe, il y a toute une partie du mouvement écolo qui n'est pas ELV en fait. Hein. Et du coup, en fait, il faut trouver une forme où on peut articuler tout ça, où tout le monde peut venir sans se renier. Enfin, moi, je suis AELV, je suis très contente d'y être et je l'assume totalement. Mais par ailleurs, je considère que ma famille politique, elle dépasse de très loin les limites de mon parti et que je constate aussi que stratégiquement, on ne va pas y arriver tout seul avec nos petits bras et que du coup, en fait, il y a vraiment, si on veut se donner les moyens de gagner en 2022, il faut tout de suite être dans ces logiques de construction commune, de dialogue et un truc aussi qu'on essayait de souligner un peu avec cette tribune, c'est qu'on ne peut pas se permettre de dire on attend que la gauche se recompose et puis on table sur 2027. Moi, je pense réellement qu'on est dans une chronologie, c'est pour ça qu'on a parlé de décennie critique dans la tribune. On est sur un laps de temps très court pour arriver à vraiment enclencher la bascule. Je pense qu'encore un quinquennat de macronisme, je ne sais pas dans quel état on récupère la société. Après, je pense que les chocs à venir, ils vont être extrêmement forts et qu'en fait, il ne faut pas qu'on abandonne l'idée que si on s'en donne les moyens, c'est possible en fait d'aller vers la victoire en 2022. Merci Claire pour nous avoir accordé ce moment en espérant que cette tribune elle débouche effectivement sur quelque chose qui permette de créer les conditions de gagner parce que notre génération elle aspire à autre chose que ce qu'on a aujourd'hui. Et on reviendra te voir pour les suites de cette initiative et le prolongement politique de cette action. Très bien, merci beaucoup à toi.